Pour être certain d'arriver à Mayao, il faut s'adresser d'abord à Manoa. 4 heures de bonitier nous attendent, pas vraiment prévues pour le transport de passagers, mais avec lui, on est vraiment sûr d'y arriver. L'inconvénient, c'est que ça se passe à son rythme. Et s'il décide de s'arrêter, il s'arrête. Un Tahitien ne résiste pas à l'appel du Maï-Maï. Allez, on y retourne. Mayao n'est plus très loin. Ça y est, la voilà. Ça change de Tahiti. Entre Tahiti et Mayao, la différence, je vois pas la différence de Mayao et Tahiti. Je vois une montagne. À Tahiti, je vois aussi une montagne. C'est ça la différence. La différence entre Mayao et Tahiti, c'est un îlot. Un îlot, c'est bien ça. Mais les différences entre Tahiti et Mayao, il y en a beaucoup d'autres. La première est de taille, la barre, puis l'étroite passe qu'il faut franchir sans coup férir. Et pour ce petit surf délicat, Manoa est bien meilleur pilote que guide touristique. Bienvenue à Mayao donc, où l'arrivée hebdomadaire du ravitaillement est vécue, ici plus qu'ailleurs, comme une attraction majeure, et même bien plus que cela. C'est important ce bateau pour nous. Toutes les semaines, on commande de la nourriture, comme des sacs de riz ou de la farine. Et ça fait vivre la population d'ici. Il y a bien des cargos qui passent, mais uniquement tous les 3 ou 4 mois. L'isolement, c'est la seconde grosse différence. On ne peut pas dire que Tahiti soit isolé du reste du monde. Mais ici, aucun touriste, pas de visiteurs. Voilà pourquoi Mayao est unique en Polynésie. Le vieux Iti va nous conter les drôles de lois de son îlot. Alors ici, la loi de la société, c'est que l'on interdit aux étrangers de venir sur cette île. Au bout de 24 heures, ils doivent repartir, au bout de 24 heures. Deuxièmement, il y a également une loi où on interdit les maisons où on vend de l'alcool. Ça, on n'en veut pas. Troisièmement, les hôtels. Les hôtels sont également interdits sur cette île. Et quatrièmement, l'aéroport. Eh bien, l'aéroport est également interdit dans notre société. Voilà toutes les choses interdites. Si les lois sont dures à Mayao, c'est que l'histoire a enseigné aux gens d'ici à se méfier des étrangers. Dans les années 30, un Anglais est venu sur l'île ouvrir une petite épicerie, et voilà ce qui s'est passé. À l'époque, les gens buvaient, et pour payer l'alcool, ils vendaient leurs terres aux Blancs qui tenaient le magasin. C'était comme une reconnaissance de dette, mais c'est comme ça que nos terres ont été bradées. C'est ainsi qu'un beau jour, l'Anglais se retrouva propriétaire de plus de la moitié de l'île. Affolé, c'est à l'État français que les habitants de Mayao demandèrent de l'aide. L'État racheta donc les terres à l'Anglais, puis les rendit aux insulaires. Mayao mit des années à rembourser sa dette envers l'État, mais c'est sûr, maintenant, on ne l'y reprendra plus. Elle possède donc aujourd'hui des eaux magnifiques
complètement vierge de toute infrastructure touristique. Il y a 5 ans, un investisseur est venu visiter notre île. Et lorsqu'il a vu cet endroit, il a voulu faire un hôtel avec des bungalows sur la mer. Mais nous n'avons pas été d'accord. Pourquoi? Parce que cet endroit constitue une ressource pour nous. La ressource ne vient pas de la mer, comme les touristes ou les poissons. À Mayao, c'est vers la terre qu'il faut se tourner. Le rauro, le pandanus, pousse partout sur cette île. Un arbre convoité pour l'exceptionnelle qualité de ses feuilles fraîchement tombées. Presque tout le monde travaille à la confection de panneaux tressés en feuilles de pandanus. Une spécialité locale qui permet aux 300 habitants de survivre quasiment en autarcie. À Mayao, on ne roule pas sur l'or, c'est sûr. Ici, peu de subventions, on se débrouille. Pourtant, l'île n'est située qu'à une petite centaine de kilomètres de Tahiti seulement. Mais à quoi cela sert-il d'investir sur une île si aucun touriste ne peut y aller? Tama milite pour que son île ne soit pas totalement oubliée. Nous n'avons pas besoin uniquement de produits alimentaires. Nous avons aussi besoin de construire les murs de nos maisons. Et c'est grâce au pandanus que nous obtenons tout ça. Et aussi grâce à la vente du copra. Nous ne bénéficions pas d'aide du territoire comme à Papeete pour nous construire des maisons. Nous sommes obligés de nous débrouiller tout seuls. La récolte des feuilles de pandanus, c'est plutôt le matin, car il vaut mieux être le premier à les ramasser. Ce sera le seul vrai moment de fébrilité dans la journée. Pour les pandanus, en fait, lorsqu'il y a du vent fort, de la pluie, les feuilles tombent toutes seules des arbres. Quand tu arrives le matin, tout est en bas. Donc tu n'es pas obligé de monter dans les arbres, tu ramasses tout simplement. C'est pas facile. Il faut que ce soit bien tassé pour les attacher. Là, je fais des entailles pour y passer les cordes. Alors là, je fends le bois. C'est pas sûr que ça va être droit. Voilà. Maintenant, il faut bien serrer pour attacher la corde. Moi, je fais ça comme ça, mais je sais pas comment font les autres. Maintenant, il faut couper les pieds. Et voilà, c'est fini. Tehotu peut être fier de son travail, comme tous les habitants de l'île. Il en va de leur réputation, mais surtout de leurs revenus. Et ça, c'est Marie, la commerçante, qui s'en charge. Dans cette famille, j'ai l'habitude de venir chercher des paquets de pandanus. Et si elle me demande de la payer en argent, je paye. Si elle préfère être payée avec des produits alimentaires, elle viendra alors à mon magasin pour faire les courses et moi, je fais les comptes.
L'arrière-boutique de Marie, c'est le coffre-fort de Mayao. C'est grâce à tout ce pandanus qu'elle peut acheter les produits amenés par le bonnetier et qu'elle revend ensuite dans son épicerie. Ce dont les gens ont besoin ici, ce sont les biscottes, le sucre et le riz. C'est indispensable pour la vie ici. Sinon, les gens, ils meurent. Ah, et puis le café aussi. S'il n'y a pas de café, c'est difficile. On ne peut pas travailler sans café le matin. Ainsi va la vie à Mayao. Tranquille, solidaire, familiale et amicale. Loin des turpitudes de Papeete et de sa société de consommation. En fait, pas un enfant ne veut aller à Papeete. Il préfère rester ici à cultiver le pandanus, qui est une réelle activité à Mayao, plutôt que de partir à Tahiti chercher un hypothétique travail. À Papeete, il n'y a pas de travail. Ici, il est sûr d'en trouver. Seul bémol, entre 10 et 14 ans, les enfants ne peuvent aller au collège. Il n'y a pas de bateau, pas de pensionnat prévu pour eux et leurs familles sur l'île la plus proche, Moorea. Alors les enfants restent à l'école primaire, et ce n'est pas normal. Si Mayao ne veut pas d'étrangers, elle ne veut pas vivre hors du monde non plus. Et elle l'a dit haut et fort en votant aux dernières élections pour le Taoui, le changement. Je vous remercie d'être venu sur cette île, dans nos familles, pour nous poser des questions. Ma dernière idée, c'est un message. Mon message aux enfants de cette île qui vont venir après nous. Et je leur dis ceci, il ne faut surtout pas vendre nos terres. Voilà mon message, et merci. Sur le quai de Mayao, la récolte de pandanus est embarquée à bord du bonnetier de Manoa. C'est aussi l'heure du départ pour nous, étrangers, qui avons largement dépassé les sacro-saintes 24 heures normalement accordées par la loi de la société. Alors nous revoilà au bord des lagons de Moorea, Tahiti et Bora Bora, quotidiennement fréquentés par des milliers de touristes. Des touristes qui ne se doutent certainement pas que les toitures de leurs merveilleux bungalows sur pilotis, image d'Épinal du tourisme polynésien, sont la manufacture d'une poignée d'irréductibles insulaires attachés à une certaine idée de l'indépendance.